Bienvenue. Alors, de sanctions sévères aux magistrats corrompus, une promesse du chef de l'État lors de la cérémonie d'ouverture des États généraux de la justice hier. Alors, il a insisté sur l'urgence de réformer l'appareil judiciaire afin de rétablir l'intégrité et la confiance dans les institutions de la République démocratique du Congo. Est-ce que la justice congolaise commence réellement à être guérie? Alors, nous allons réfléchir sur cette question au cours de ces assises. Messieurs, dames, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a demandé clairement aux participants de proposer de bonnes réformes et d'envisager une révision de la Constitution afin d'ancrer durablement ces réformes dans le système judiciaire. Est-ce une justice équitable et structurée? En fait, ceci va réellement aboutir à une justice équitable et aussi structurée. Est-ce que le vrai problème aujourd'hui, c'est vraiment de réviser cette constitution pour que la justice congolaise également trouve son équilibre, ou le problème, c'est au niveau du respect de textes? Alors, pour finir, nous allons aborder la question du budget 2025 prévu à 18 milliards de dollars. Est-ce de l'utopie ou pas? Messieurs, dames, vous faites bien de rester branchés durant cette émission pour suivre votre magazine CML chez vous. Alors, nous allons réfléchir sur toutes ces questions avec un acteur politique. Et oui, il s'agit bien sûr de Monsieur Henri Mutombo. Il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Henri, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, et je salue tous vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et encore une fois de plus, merci de cette énième invitation. Comme ça, nous aurons le temps d'aborder tous les sujets que vous venez d'annoncer. D'évoquer, très bien. Ça fait plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Hein. Moi aussi. Aujourd'hui, on n'est qu'à deux. Ouais. D'habitude, vous avez votre binôme qui vous accompagne, votre confrère Jonathan. Je ne le vois pas. Jonathan Kianza, Jonathan Kianza qui n'est pas là. Il n'est pas là. Il sera désormais présentateur de l'émission Libre Débat. Et je crois que le magazine CML chez vous sera plus que animé par moi seule. Toute seule. Ça sera d'accord. On sera en face à face et j'espère que ce sera des très bons moments d'échange. Comme d'habitude. Et pour ceux qui nous suivront. Alors, je le dis, Monsieur Henri est acteur politique, mais aussi chercheur en fiscalité. Voilà pourquoi j'ai fait exprès d'inscrire la question du budget. Il est également écrivain. Monsieur Henri, comment vous faites pour vous départager autant? Bon, vous savez, quand on a plus de 30 ans, plus de 40 ans, parce que j'ai déjà plus de 40 ans, avec tout ce qu'on apprend dans la vie, ça nous permet effectivement de développer beaucoup d'expertise. Vous savez, Dieu a dit « créons l'homme à notre image ». Dieu lui-même, il est Dieu, il est tout-puissant, il est feu dévorant, il est créateur. Voilà, il a beaucoup de casquettes. Et nous également, qui sommes créés à son image, il nous a doté de l'intelligence pour pouvoir effectivement mettre cette intelligence au service du bien, au service de la communauté, j'allais dire. Et donc, ça permet que par la passion d'apprendre, que l'on soit en mesure de développer plusieurs expertises au sein d'un même individu. Il y en a, hein, je ne suis pas le seul, donc il y a beaucoup qui sont en même temps écrivains comme moi, qui sont chercheurs en ceci, chercheurs en cela, voilà, père de famille, voilà, donc par exemple, moi, j'ai pas seulement chercheur en fiscalité, aussi en géostratégie, expert en gestion prévision des emplois de compétences, donc GPEC, gestion de ressources humaines, communication institutionnelle, dans les questions de lutte contre la corruption. Donc voilà, il y a beaucoup de casquettes. Beaucoup de casquettes, effectivement, parce que j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup me documenter, j'aime beaucoup me former, de sorte que, bon, après notre passage sur Terre, que nous ayons laissé des traces, je veux dire, utiles pour la nation et pour notre communauté. Le but, c'est de mettre cette intelligence au service de la nation, servir les autres. Effectivement, répondre aux besoins de la communauté. Très bien, merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, on entre dans le vif de nos différents sujets. On va commencer avec les débuts. Enfin, on va commencer avec les États généraux qui ont débuté hier à Kinshasa, capitale de la RDC. Vous savez, le président de la République a ouvert ses assises et lors de son discours, il a appelé les magistrats à des réformes,
des réformes plus adaptées qui sont de guérir au fait l'appareil judiciaire congolaise, parce que les réactions fusent de partout pour dire que la justice congolaise est malade, la justice congolaise n'est pas bien appliquée, la justice congolaise a deux insuffisances. Alors, dans le but de vouloir rencontrer justement les préoccupations de la population congolaise, en collaboration, enfin sur initiative du ministre de la Justice Constant Mutamba, Kinshasa est en train d'abriter les états généraux de la justice congolaise. Alors, on va d'abord commencer par cette question, on va dire générale. Monsieur Henri, votre lecture sur cette initiative tout d'abord. Vous savez, c'est à titre de rappel, hein, je ne parlerai pas mieux de la justice que le ministre Constant Mutamba, que je salue en passant, qui a appelé de tous ses voeux l'organisation de ces états généraux pour pouvoir effectivement identifier la maladie qui ronge notre justice, puisque le président de la République lui-même a qualifié notre justice de malade, donc administrer une thérapie de choc pour pouvoir effectivement amener notre justice à être guérie. Et donc, nous le savons tous, on dit que la justice élève une nation. Quand la justice est malade, la nation également, elle ne sera pas élevée, donc elle sera au bas de l'étage. Alors, aujourd'hui, ce qui est fait a été précédé par des réformes courageuses que nous avons vues, par des actions courageuses émanées de, comment dire, issues des actions judiciaires portées par le ministre de tutelle, j'ai cité messieurs Constant Mutamba. Parce que, bien entendu, il est crucial pour que notre justice soit guérie, pour que l'injustice soit comment dire, pour que la justice soit véritablement accordée à notre peuple. Parce que vous savez, Madame Tania, le ministre l'a dit, hein, j'ai suivi une partie de son discours, quand il parle des investisseurs qui ferment, qui partent. Pourquoi? Parce que il y a la corruption, il y a la concussion, il y a la surtaxation sur le plan fiscal. Et tout ça, nous avons appris ici, nous savons d'ailleurs qu'il y a eu un moment où, par exemple, les maisons de l'État ont été spoliées par des hommes politiques qui étaient derrière, des Libanais, des Indiens, les maisons des privés qui ont été arrachées. Quelqu'un qui n'a jamais été propriétaire de cette parcelle, mais en complicité avec certains magistrats véreux, on a fait des faux papiers lui attribuant la propriété de cette maison-là. Donc aussi des personnes qui sont envoyées, je veux dire, sans respect de procédure dans les maisons d'arrêt, en prison notamment à Makala. Donc tout ça, toute cette expérience néfaste, ubuesque, a poussé le nouveau ministre, d'abord le président de la République, à qualifier notre justice de malade et pour ne pas rester au niveau de diagnostic, pour ne pas rester au niveau des dénonciations. Donc il a nommé quelqu'un aujourd'hui qui a sa place. Hein. Il faut qu'on se le dise. Bon, l'œuvre humaine n'est pas parfaite, il y aura certainement des imperfections, mais au regard de ce qui est fait, la bravoure avec laquelle ce jeune nouveau ministre attaque les problèmes de la justice, qui a poussé même les Congolais à l'exténuation, parce qu'à un moment donné, tous nous étions excédés de voir l'injustice avoir le libre accès, le libre cours dans notre appareil judiciaire. Moi ici, je vous ai dit la fois dernière que j'ai été victime en 2018. Ma femme a été arrêtée avec un bébé de 4 mois. Pourquoi? Parce que j'étais opposant. On a fait un montage grossier disant avec la banque où elle travaillait pour dire qu'il y a eu dissipation de fonds, 48 millions. 48 millions, elle avait mis ça où? Elle a bouffé ça avec qui? Et on prend une dame comme ça avec un bébé de 4 mois et qui fait des jours d'or avec ce bébé-là. Heureusement, les relations que nous avions à l'époque qui avaient milité à sa relaxation. Donc sinon, elle allait pourrir comme
toute autre personne. Donc la justice ne peut pas être celle qui est mise à profit de ceux qui ont de relations, de ceux qui ont des moyens. La justice doit être juste pour tout le monde. Cette justice doit également arborer tout ce qui est contrat social entre les dirigeants et la population, donc le peuple. Donc aujourd'hui, c'est cette justice qui est en pleine guérison, si je peux le dire comme ça. En tout cas, nous appelons déjà, de tout. Vous le pensez? Ben oui, parce que, écoutez, on a vu depuis le début de la prise de fonction du nouveau ministre, avec le président de la République qui a plusieurs fois, il ne l'a pas fait une seule fois, il a fait plusieurs fois cette dénonciation. Certains disent que c'était aussi au président de la République de donner justement l'impulsion pour guérir la justice congolaise. Mais c'est lui qui en a donné l'impulsion, madame. C'est lui. Le premier à dire que notre justice est malade, c'est lui. Et c'est lui qui a insisté. Et c'est lui qui a effectivement approuvé le fait que le ministre Moutamba a eu l'idée d'organiser ces états généraux pour pouvoir administrer les soins qu'il faut pour pouvoir guérir notre justice. Parce que il faut la procédure, par exemple, pour l'interpellation d'une personne, il faut arrêter ce que je viens de dénoncer, tout ce que nous savons ici, où on spolie les biens. On a vu que la procédure n'a pas encore changé. On a vu comment est-ce que le journaliste Patrick Lokala a été arrêté. Jusque-là, on a vu... ce sont des mauvaises habitudes. Effectivement, ce sont des mauvaises pratiques. Rappelez-vous, moi, je ne suis pas le porte-parole du ministre, mais étant entendu que cela est fait pour comment dire, redorer le blason de notre justice, nous ne pouvons que saluer cela. À votre confrère dont vous citez, quand cela s'est produit, vous avez vu, le ministre a publié un communiqué pour pouvoir dénoncer cela, et les auxiliaires de la justice qui avaient perpétré cet acte comment dire, contre la loi ont été interpellés. D'accord. Donc, aujourd'hui, ce qui se fait, nous ne pouvons qu'appuyer. Donc, nous attendons maintenant les résultats de ces états généraux, parce que moi, je crois que les 8 ténors de notre appareil judiciaire, notamment le premier président de la Cour de cassation, le procureur général de la Cour de cassation, le président de la Cour constitutionnelle qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, le procureur général près la Cour constitutionnelle, la première présidente du Conseil d'État, le procureur général près le Conseil d'État, le premier président de la Haute Cour militaire et l'auditeur général. Donc, tous ces ténors de notre appareil judiciaire doivent prendre à bras le corps cette mission de soigner notre justice. Quand le président de la République a dénoncé, quand il a dit que notre justice était malade, je me demande, je ne sais pas, est-ce que ces 8 ténors de notre appareil judiciaire, est-ce qu'ils s'étaient réunis pour pouvoir regarder au sein de leur secteur pourquoi est-ce que cette justice est malade? Est-ce qu'ils s'étaient réunis pour pouvoir apporter comment dire, les réformes qu'il faut? Poser des vrais problèmes, en fait, les questions sur le vrai problème qui ont rendu justement la justice congolaise malade. Mais oui, vous savez, si vous aviez suivi l'intervention de différents intervenants, que ce soit les pasteurs et autres de la société civile, donc tout le monde converge sur le souhait de voir notre justice être guérie. OK? Oui. Alors, dans cette réforme de notre justice, il va falloir aussi tenir compte du traitement même des magistrats. OK? Du traitement de tous ceux qui travaillent au sein de l'appareil judiciaire. Il faut tenir compte des infrastructures judiciaires. Moi, je suis fils d'un ancien personnel, je suis fils d'un ancien haut magistrat. OK? Nos parents à l'époque, j'ai toujours dit ici, si je parle de toutes les 400 nationales, parce que nous avons été sur toute l'étendue du territoire national. Je me rappelle, par exemple, quand on allait au Bandundu, Congo central, Bazaïr à l'époque, ou au Kivu, n'importe où, on trouvait la maison équipée.
Il y avait tout, véhicule, maison équipée, vous ne venez qu'avec vos affaires. Et vous entrez, vous commencez à dormir. OK? Alors, est-ce que aujourd'hui, ce traitement, comment dire, ces conditions de travail sont-elles maintenues? Non, je ne pense pas. Il faut que cela revienne. Il faut qu'on améliore les conditions de travail des magistrats, de tous ceux qui travaillent au sein de l'appareil judiciaire, parce que demander comment dire, l'éradication de la corruption, de la concussion, c'est une chose, mais aussi mettre les gens dans les bonnes conditions de travail, hein, améliorer les conditions de travail de ceux qui travaillent au sein de l'appareil judiciaire, en est une autre. D'ailleurs, c'est le côté aussi le plus important pour que, effectivement, les gens soient dans les bonnes conditions, pour que l'on dise, écoutez, les réformes, elles sont là, les sanctions, les voici, on prévient, on sensibilise, mais ça, c'est d'un côté, et de l'autre, le meilleur traitement qu'il faut pour que ces gens aient la motivation de travailler et s'abstiennent. Je ne dis pas que il faut soutenir les dépravations, les antivaleurs. Non, je ne soutiens pas ça. D'ailleurs, je milite je mène une lutte contre la corruption. Je ne soutiens pas ça. Mais pour pouvoir empêcher que cela ne se perpétue, il va falloir effectivement que l'on prenne en charge, qu'on traite, je vais dire, de manière assez correcte ces gens, ces personnes qui travaillent au sein de notre appareil judiciaire. Ces personnes, enfin, le traiter de façon correcte. Par là, Monsieur Henri, on pourrait dire que le problème aussi de la justice, c'est d'abord l'homme congolais qui est le vrai problème, dans le sens où il peut y avoir des sommes ou un budget affecté justement pour ce corps judiciaire, mais que l'homme, à son tour, on va prendre l'exemple, je vais un peu anticiper, des dépassements budgétaires avec, comment on va dire ça, les révélations faites récemment au niveau de l'Assemblée l'Assemblée nationale par les présidents Caméré, qui a dit que l'argent, le 50% de l'argent prévu pour les institutions, je veux parler de l'utilisation, en fait, la somme est affectée à autre chose, est affectée à d'autres besoins, et non, ça ne rencontre pas la destination en fait correcte. Je peux le dire comme ça. Donc, c'est-à-dire que on sort 100 000 $ pour justement le ministère de la Justice, par exemple, mais le fonds n'est pas affecté justement aux dépenses de ce ministère. Les fonds est détourné, les fonds et va directement dans les poches des individus. Alors là, on peut bien parler de loi, on peut bien aborder la question sur le texte, mais tant que l'homme congolais ne prend pas encore conscience de sa responsabilité, et tant que citoyen congolais qui veut aussi voir son pays émerger, que sa justice être équitable, être guérie, on va revenir sur le même problème. Oui, il est indéniablement prouvé que l'homme congolais est aussi malade, parce que quand on dit la justice est malade, cette justice elle est abstraite, mais elle est appliquée par des hommes et des femmes de cette nation à qui on a confié la mission d'administrer la justice au sein de notre communauté, la communauté congolaise notamment. Alors, donc, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec vous pour que la mentalité puisse changer. Si on ne change pas de mentalité, cela ne restera que des vœux pieux. Alors, l'homme ne change pas juste comme ça parce qu'on lui a demandé de changer, l'homme change par les sanctions. Si déjà lui-même n'a pas conscience de l'application de code de bonne conduite. Alors, pour que ce dernier change, il faut effectivement qu'il y ait la sanction sévère, comme moi je dis. Parce que si la sanction ne suit pas, on ne peut pas accorder le privilège de l'impunité. Chez nous, dans notre pays, il faut qu'on se le dise, depuis un moment, on a accordé le privilège de l'impunité à certaines personnes et qui ont cru être au-dessus de la loi et qui se sont permis de faire n'importe quoi. Donc, pour revenir un tout petit peu en arrière par rapport à ma femme, quand je disais tout à l'heure, c'est en 2018, moi je vais citer les noms, je n'ai peur de personne, quand la banque où madame travaillait fait un montage grossier, effectivement c'est moi qu'on visait, puisque je suis dans l'opposition, qu'est-ce qu'on dit? On dit il y a eu dissipation de fonds de 48 millions, et
un oncle à madame qui appelle, paix à son âme, monsieur, c'est Luamba, qui était le président de la Cour constitutionnelle, pour intervenir. Celui-ci lui dit quoi? Lui dit qu'on a dit que ma femme avait une machine qui fabriquait les cartes d'électeurs, qui lui permettait, avec un réseau, de pouvoir effectivement sortir de l'argent. On n'a jamais montré. On lui a dit, mais sans preuve. Sans preuve. Et aussi, le même oncle de madame avait appelé monsieur Kabange Numbi. OK? Pour dire, voilà, ma fille est arrêtée. Oh non, ce dossier-là est sensible. Cette femme-là appartient à un réseau criminel. Je cite son nom. Parce que c'est des vrais, comment dire, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. OK, l'oncle de madame avait appelé M. Kabangenombi pour chercher son intervention. La justice qui a été appliquée non, pas du tout, pas du tout. On vient, c'était un jeudi, on l'apprend, on n'avait jamais reçu les convocations préalables pour pouvoir, comment dire, donner le mandat d'amener, parce que sa fuite, n'était pas à craindre. Avec un bébé de 4 mois, on l'a pris. Donc je cite toutes ces personnes pour vous dire que effectivement cette justice a été mise dans le caniveau. Donc maintenant il faut la sortir, il faut la nettoyer, il faut lui administrer les bons traitements qu'il faut pour que bien entendu qu'elle devienne utile pour la société, pour qu'elle puisse relever notre nation. Parce que, pour revenir à ce que vous disiez, c'est l'homme congolais, c'est la femme congolaise qui a la mission, effectivement, de soigner cette justice, parce que ce n'est pas des étrangers qui le feront, ce n'est pas des anges qui descendront du ciel pour venir le faire à leur place. C'est eux qui doivent prendre conscience, et avec la sanction qui suit. Donc, comme le président de la République l'a promis, les sanctions seront données à tous les récalcitrants, à tous les récidivistes. Donc ceux qui ne voudront pas se soumettre à la règle, ceux qui voudront marcher en marge de la loi, et même pas seulement comment dire, le capital humain travaillant dans le secteur de la justice. Vous et moi également, nous avons le devoir de respecter la loi. Si nous ne respectons pas la loi, et nous ferons effectivement l'objet de répression judiciaire. Alors, M. Henry, comment voulez-vous aussi que la justice congolaise soit guérie? Je veux partir d'un exemple. Vous le savez, il y a eu le dossier Fourage et Lampadaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je rappelle déjà que c'est le lundi dernier que le procès sur ce dossier a été ouvert. Alors que l'IGF, l'inspection générale de finances, a pointé du doigt l'ancien ministre de Finances, le président lui-même est revenu pour dire que c'est un homme qu'il faudrait respecter, alors qu'il y avait un procès en fait qui tendait en fait pour le ministre de la Justice. Le président, il vient pour nuancer de cette façon-là. Alors aujourd'hui, le ministre de la Justice est, lui, acquitté. Non, il n'est pas acquitté. Il est disculpé. Enfin, il est disculpé, voilà. Il est disculpé de parce qu'on est acquitté quand on a... Quand on est accusé, ouais, tout ça. Quand on est passé par le jugement et tout. Voilà, justement. Aujourd'hui, le ministre est disculpé. Par rapport à comment est-ce que ceux qui viendront après, enfin là je parle bien sûr des animateurs politiques, pourront prendre exemple et se dire qu'eux à leur tour ils procéderont, enfin ils vont pas détourner de l'argent à leur tour pour échapper à la justice, sachant que une fois que vous venez de le dire là, quand tu as une couverture, quand tu as une très haute couverture, tu es justement épargné de la justice et la justice n'est pas appliquée. Bon, il faut savoir nuancer. Quand le président de la République avait parlé de ne pas jeter des pères de famille en pâture, je ne pense pas qu'il parlait exclusivement de... Je sais de qui vous parlez, même si vous ne l'avez pas cité, de Nicolas Kazadi. Voilà, je ne pense pas qu'il parlait exclusivement de Nicolas Kazadi. Il parlait comment dire, de ce tribunal de réseaux sociaux. J'ose espérer, hein. J'ose espérer qu'il parlait de ce tribunal de réseaux sociaux. Bon, nous sommes tous dans ce pays, nous voyons comment les choses se passent. Nous avons vu un communiqué, ou voilà, un courrier qui lui a été adressé, à son avocat pour le disculper. Bon, que voulez-vous que moi je dise? Moi, je n'ai pas de commentaires à faire. Ça laisse encore à désirer. Non, on ne sait pas. Il faut. Ce sont ces magistrats qui ont le dossier entre leurs mains.
Bon, écoutez, moi, je souhaiterais que nous puissions parler des États généraux, de ce que notre justice peut devenir à l'issue des recommandations de ces États généraux, pour pouvoir effectivement redorer l'image de notre justice, plutôt que d'aborder un sujet. Non, mais le but de ces États généraux, oui. M. Henry, c'est justement guérir la justice congolaise. Oui, il faut qu'on guérisse la justice congolaise. Oui. Il faut que tous ceux qui sont soupçonnés de détournement, sans exception, oui, bien sûr, tous ceux qui sont soupçonnés de malversation financière, de détournement des fonds, de la corruption, sans exception. Le président lui-même l'a dit, que personne n'est au-dessus de la loi. Donc nous devons tous être justiciables. Nous devons tous, quel que soit notre rang social, quelles que soient les fonctions que nous assumons ou que nous avions assumées dans le passé, nous sommes justiciables. Donc si la justice pense que dans ce dossier forage et lampadaire, et que tout le monde doit faire l'objet de poursuites judiciaires, il faut le faire sans exception. Moi je le dis aussi hautement. Et quand c'est pas le cas, il faut suivre une autre ligne. Quand c'est pas le cas, quel cas? Moi, je comprends pas. Si tout le monde n'est pas, justifié. Mais oui, mais si on a regardé, si par exemple vous avez été accusé à tort. C'est pas parti de nulle part, c'est parti justement d'une enquête de l'IGF qui est venue et a cité le nom. Moi, j'aime bien le travail de l'IGF. D'ailleurs, on va en parler dans le volet budget de 2025. Moi, j'aime bien le travail de l'IGF. Il a tout mon soutien, il le sait. À chaque fois que j'ai l'occasion de parler, puisqu'en tant qu'acteur de lutte contre la corruption, j'ai toujours salué le travail qu'il fait. Mais maintenant, je vais finir. Acteur de lutte contre la corruption et tout, mais quand, il y a ce détournement qui continue, il y a ces corruptions qui continuent. Mais c'est la faiblesse de la justice. C'est le travail, on dirait que le travail emboîte les pas, en fait. C'est le travail que notre justice doit faire. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient couverts par quoi que ce soit. Il n'y a pas d'immunité qui nous, comment dire, qui nous mette. Il n'y a pas d'immunité qui nous met en marge de poursuites judiciaires. Non, tout à l'heure, j'ai dit, on ne peut pas donner le privilège d'impunité. On ne peut pas donner le privilège d'impunité si parmi nous, il y a des gens qui se sont méconduits, et que ces personnes fassent l'objet de poursuites judiciaires. Moi, c'est ça la réponse que je vous donne. Mais en soulignant que je ne suis pas, moi, un agent de la justice. C'était juste, on avait juste besoin de votre analyse. Oui, bien sûr, je l'ai dit. Donc, quiconque est soupçonné de fautes graves, des violations de la loi, de détournement de fonds publics, de deniers publics, de corruption, quiconque doit faire l'objet de poursuites judiciaires. Ça, je le dis sans embâche. Ok. Alors, vous pensez que ces états généraux sont organisés au moment propice, au moment idéal pour la République démocratique du Congo? Il n'y a jamais un moment bien identifié dans un agenda de la République pour faire telle chose et pour ne pas faire une autre. Donc, celui qui est arrivé, j'ai aimé ce que j'arrive. Ma question, dans le sens où on n'a pas mis trop longtemps en fait pour trouver rapidement des solutions, des guérisons, guérir, voulais-je dire, la justice. Vaut mieux tard que jamais, dit-on. Vaut mieux tard que jamais. Le président de la République ne fait pas tout. Mobutu disait, le président de la République n'a pas de bâton magique pour changer les choses. Ce sont les collaborateurs. C'est là même, je vais ouvrir une brèche pour dire, le chef de l'État doit choisir le capital humain qu'il faut pour pouvoir l'accompagner dans son quinquennat. Est-ce que jusque-là, le président Félix l'a déjà fait? Mais s'il vous plaît, j'étais en train de dire, dans toute action managériale, quand on n'a pas les bonnes ressources humaines, quel que soit le capital qu'on met à disposition pour une entreprise, l'entreprise va patauger. L'entreprise va faire faillite. Et donc, pour un gouvernement, pour un président de la République, il a l'obligation de choisir les collaborateurs qui sont futés, qui ont quelque chose dans le trip. Il n'a pas besoin de prendre, de confier des missions de l'État à des gens qui vont faire des actions de petits pas.
il a besoin d'un capital humain, je vais dire qualifié. Il a besoin des personnes qui sont aptes, qui sont audacieux, qui sont des personnes qui sont audacieuses, des personnes qui sont capables d'affronter les difficultés de notre pays, d'affronter toutes les questions du domaine public, alors dans leur profondeur, pour pouvoir effectivement apporter des solutions adéquates, des solutions idoines. C'est comme ça que je salue encore une fois de plus l'action, puisque nous parlons de la justice. Je salue encore une fois de plus la bravoure, hein, la ténacité que montre l'actuel ministre de la Justice pour pouvoir effectivement améliorer l'image de notre pays au travers de sa justice. Alors, tout à l'heure, je disais, je tenais à le paraphraser, le temps est là pour faire ça. Quand le président de la République est arrivé, vous savez qu'on était dans le FCC Cash, on avait nommé quelqu'un de FCC, bon, Yemei, on n'a pas besoin de faire l'histoire ici, c'est quelqu'un, bien entendu, qui pouvait rien faire. La justice à l'époque. Voilà, qui pouvait rien faire parce que il fallait couvrir tous les méfaits de l'ancien régime, et puis après, il y a eu d'autres personnes, mais Moutamba vient, il dit, un ministre à qui on confie. S'il vous plaît, ça date je dirais, de très longtemps. Parce Quoi que ça? L'exemple que vous venez d'évoquer du ministre de l'époque du FCC. Mais quand on l'a nommé, quand on l'a nommé, d'autres ministres de la justice nommés justement pour le compte du président Félix-Antoine Tshisekedi. Mais quand on l'a nommé, que ça soit lui, que ça soit ses prédécesseurs, je voudrais pas, vous savez, je suis Henri Mutombo, oui. Ok, je ne voudrais pas donner l'impression de faire de venir le porte-parole de quelqu'un. Nous sommes en train de parler de notre justice. Beaucoup plus sur le Yemei. Voilà. Pour dire que à cette époque, on dirait que la justice n'avait pas sa place. C'était beaucoup plus question de Yemei, une main qui couvre les actes. Mais oui, bien sûr, on couvait l'impunité. Celle qui est venue, elle pouvait justement commencer déjà le travail de guérir la justice. Elle n'avait pas à rester, on va dire, dans cette ligne-là. Madame. Parce que vous aviez posé la question. À Moutamba directement. Non. Je dis ceci. Si vous voulez bien, on va faire l'histoire. On va partir de lui depuis que Tshisekedi est au pouvoir. On peut partir de lui jusqu'à Moutamba, si vous voulez bien. Mais parce qu'il faut gagner le temps. Vous dites toujours que à la télé, le temps est précieux. Exactement. Le temps est précieux. Donc je disais, chaque acteur politique, chaque manager a effectivement son plan de travail. Moutamba, quand il arrive, il a son plan de travail, c'est celui qu'il est en train d'étaler. Et nous ne pouvons que l'accompagner parce que cela relève de l'avenir de notre nation. Notre survie, la survie de la RDC en dépend. C'est comme ça que je n'arrête pas, ça va faire peut-être 6-7 fois que je l'ai cité au cours de cette émission, parce que ce qu'il fait, c'est pour la RDC, c'est pas pour lui. C'est vrai qu'il restera dans les annales, dans l'histoire du pays par rapport à ce qu'il fait, mais s'il réussit sa mission, ça sera pour les Congolais. Moi, je suis un nationaliste, je suis un patriote. Donc, quand quelqu'un fait bien le boulot, il faut le reconnaître. Donc, lui, il vient. C'est le moment propice pour lui. Il arrive. Pour lui, il faut qu'il administre le soin qu'il faut, une thérapie de choc pour pouvoir améliorer notre appareil judiciaire. On ne peut que applaudir. Mais maintenant, il faut qu'il y ait le suivi. Il faut qu'il y ait le monitoring. D'accord ? Pour que tout ce qui sera dit au cours de ces états généraux, toutes les réformes, toutes les propositions qui seront faites, quand ça sera coulé sous forme de loi, va falloir qu'il y ait un suivi, va falloir qu'il y ait effectivement l'application pour que cela apporte un changement. Sinon, on aurait fait du surplace. Très bien. Alors, le président, lui, il a également, durant ses assises, proposé qu'il y ait création d'un parquet financier spécialisé dans la lutte contre le détournement de fonds publics, ainsi poursuivre les infractions financières et assurer une gestion exemplaire de deniers publics. Saluez-vous cette initiative? Effectivement. Mais y a-t-il une différence avec l'IGF? C'est pas un tout petit peu la même? Non, ils peuvent se compléter. Non, ils peuvent se compléter. L'IGF, parce que quand l'IGF a fini de faire son travail, il fait appel à la justice.
Et ça ne serait pas de dépenses de plus? Non. Le parquet financier, il y en a en France, il y en a en Côte d'Ivoire, je ne sais plus, bon, je ne connais pas toute la terre, bien sûr, mais il y en a en France, il y en a en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, bien entendu. Alors, ils peuvent se compléter. Rappelez-vous, Monsieur Gilles Alingueté, que je salue en passant, a toujours dit que lui, quand il fait son travail, il n'a pas les prérogatives du procureur pour arrêter ou pour juger. Lui, quand il a fini sa mission, il donne le dossier au parquet, donc c'est au magistrat de se saisir parfois de certains dossiers, mais comme vous savez, notre justice, qui est en plein traitement, voilà, donc par des vices. Des certains magistrats qui sont de mèche ou qui étaient de mèche avec ceux qui étaient accusés des détournement de fonds publics, bien entendu. Ils n'ont jamais été interpellés, ils n'ont jamais été convoqués pour rendre compte de leur gestion. Bon, voilà, ça n'est pas le problème de messieurs Jules Alingueté. Et si aujourd'hui ce parquet financier est mis en place, donc ils seront complémentaires, à mon sens. Justement, mais certes, ils seront complémentaires, mais par rapport aux urgences actuelles, c'est vrai, vous avez dit que le parquet financier existe dans d'autres pays également, oui, mais on est en RDC, monsieur Henri, on a besoin, les urgences voudraient que le fonds, en fait, l'argent accompagne cela, qui sont de trouver des solutions, Zidouane l'avait dit, des solutions rapides. Alors, parce que le parquet est déjà là et qu'il y a l'IGF qui est là pour traquer le détourneur et autres, pourquoi ne pas d'abord rester dans cette voie-là avant de vouloir justement mettre en place un parquet? Question de finir d'abord les urgences du moment et prévoir cela après. Bon, c'est une idée que le chef de l'État a émise. J'ose espérer que ceux qui ont la mission... Oui, c'est ce que je dis. Moi, nous, tout ce que nous pouvons dire ici, c'est de demander qu'on scrute cette proposition, si elle vaut la peine d'être exécutée. Si elle ne vaut pas la peine, effectivement, on va la déclasser. Ou encore on prendra les prérogatives qu'on allait confier à cette institution pour renforcer l'IGF ou la Cour de compte. Donc il faut laisser que l'on puisse étudier la possibilité de la mise en place de cette institution ou pas. Le chef de l'État, il a posé la question, c'est comme on dit, des chocs des idées, jaillit la lumière. Donc lui, il a fait une proposition, et maintenant après, ceux qui auront mission de scruter, d'étudier, d'analyser cette question, vont voir dans quelle mesure, quel schéma suivre pour pouvoir matérialiser ou pas cette question. Donc il faut laisser qu'on étudie ça. Il ne faut pas refuser, il ne faut pas l'étouffer dans l'œuf. Il va falloir laisser cela, parce que bon, je comprends ce que vous craignez. Vous craignez qu'il y ait une sorte de prisme de casuistique, qui est une sorte de casuistique dans ce que l'on fait, qui puisse ressembler à un désordre. Donc je comprends bien entendu votre crainte, mais je récidive, donc il va falloir effectivement qu'on laisse que cette question soit traitée, analysée, pour voir la possibilité ou pas d'appliquer cette mesure. Merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, vous êtes en direct de CMS Télévision. Vous faites bien. Comment guérir la justice congolaise de ces mots? Voilà ce qui fait justement l'objet des états généraux qui ont débuté depuis hier dans la ville de Kinshasa. Je le dis, la capitale de la République démocratique du Congo. Le but ici, c'est d'avoir une justice équitable. C'est appeler à une conscience collective afin de réformer l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Alors le ministre Constant Moutamba, lors justement de ces assises, a appelé le participant à proposer de réformes qui feront en sorte que l'appareil judiciaire congolaise retrouve sa place au sein justement de la population congolaise, que le Congolais puisse avoir de nouveau confiance en leur appareil judiciaire, pour dire qu'il n'y a pas de justice, d'équilibre. Donc ceux qui sont au pouvoir ne pourront pas être traqués. C'est la population, le Congolais lambda, qui est susceptible d'être traqué, chose que le ministre Moutamba ne veut pas. Le président de la République également, vu son
discours. Alors, en appelant le participant à des réformes fortes et sages, les ministres Constant Mutamba a aussi demandé s'il faudrait envisager une révision constitutionnelle afin justement d'ancrer durablement ces réformes dans le système judiciaire. Est-ce c'est une solution? Est-ce que pour faire respecter justement les lois, il faut que la Constitution soit révisée dans le sens où les lois, les réformes qui seront proposées seront intégrées dans la révision, dans la Constitution révisée, et ainsi l'appareil judiciaire congolaise fera autrement le jour. Monsieur Henri Mutombo, est-ce que vous pensez que s'il faudrait parler de la révision de la Constitution, cela devra aussi voir le jour, question d'intégrer les réformes qui seront formulées lors de ces états généraux et ainsi réformer l'appareil judiciaire? Bon, je crois que monsieur Mutamba, hier quand il a parlé de la révision constitutionnelle, il en a profité parce que le débat a déjà quitté le train de son annonce. Alors, j'ai suivi beaucoup de gens. Je sais qu'il y a un tollé. Il y en a même qui interdisent la révision constitutionnelle. Qui trouvent juste que c'est pas opportun. Ça sera opportun à quel moment? Et l'opportunité, c'est quoi? Chaque pouvoir, chaque régime, quand il s'installe au pouvoir, a sa mission. Parce qu'on a le tableau de la République. OK? Et on regarde, avant d'accéder au pouvoir, la marche de la République. On sait, dans tel domaine et dans tel autre, ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Et c'est ça un bon leader. Avoir le sens, le sens réel d'observation. Parce que quand on veut accéder au pouvoir, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire avec le pouvoir. Et ça n'est pas le lit sur lequel on dort, où on balaye, où on balaye le dessous, je dirais une fois l'an, où on oublie. Mais quand on est acteur politique, on observe, pendant qu'on est en dehors de l'arcane de l'arène du pouvoir, on observe comment est-ce que les choses fonctionnent. Je sais que quand on était à l'opposition, il y a les vidéos même qui circulent. Le feu Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS, qui était d'abord contre le référendum pour l'adoption de notre constitution, qui avait boycotté. Et après, quand la constitution a été votée et promulguée par l'ancien président de la République, bon, en tant que démocrate, il avait accepté, mais avait dit que le jour où l'UDPS sera au pouvoir, cette constitution sera modifiée ou révisée. Il y a beaucoup d'autres acteurs politiques, moi je n'ai pas besoin de citer le nom des gens ici, vous êtes tous journalistes, ceux qui nous suivent, ils le savent également, que ça a été également le vœu de nombreux acteurs politiques, pas plus tard que l'année dernière, lors de la campagne électorale, à l'époque, beaucoup de candidats parlaient de la révision constitutionnelle. Alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on en parle, puisque c'est des acteurs politiques qui ne sont pas aux affaires, ils se dédisent, ils se contredisent pour dire que non, voilà. Comme l'UDPS l'a fait également à son tour. Oui, j'arrive, madame. Aujourd'hui, moi je m'insurge contre ceux qui disent qu'on ne peut pas réviser la Constitution. La Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa modification. D'accord? Alors, moi, ce que je pourrais proposer, c'est que qu'on ne puisse pas aller dans la confrontation. Que l'on puisse comprendre que ce que l'on veut faire, c'est pour permettre à la RDC de prendre une autre trajectoire, s'il le faut. S'il y a des articles qui ne correspondent pas avec notre vision des choses en tant que peuple, pourquoi est-ce qu'on ne réviserait pas ces articles-là? S'il y a des articles, par exemple,
qui sont devenus contraires avec nos aspirations futures. J'arrive, madame. Ça voudrait dire comme ils peuvent y en avoir ou pas? Oui, il peut y en avoir ou pas, mais dans notre constitution, il y a des articles qui sont appelés à être modifiés. Parce qu'ils sont obsolètes ou... Non, non, il n'y a pas question d'obsolescence. C'est juste question de volonté politique. Parce que la Constitution, quand on parle de changement ou de la modification, pardon, de la révision constitutionnelle, c'est beaucoup plus politique. Parce que on vise tel intérêt ou tel autre. Moi, je vais être clair. Vous savez, on fait la politique. La politique sert à conquérir le pouvoir et à le conserver le plus longtemps possible. Effectivement, on ne va pas le faire avec l'immoralité. Il faut le faire avec respect des textes, mais aussi, on ne peut pas refuser aux gens de cogiter afin de dégager des stratégies qui, pour eux, sont plausibles pour leur permettre de prolonger leur bail. D'accord, à la tête de la République. Il faut se dire les choses clairement. Alors, moi, j'anticipe. Je vais au-delà de ce désir politique. Je vais au-delà des visées politiciennes. Moi, ma question est celle-ci. Je fais partie du régime. Hein. Je soutiens le pouvoir en place parce que nous avons été ensemble dans l'opposition et on s'est battu ensemble pour que, évidemment, qu'il y ait l'alternance. Moi, la question que ceux qui nous suivent, le gouvernement, les services d'intelligence, l'intelligentsia congolaise, la question que je pose, oui, on peut parvenir à réussir même la révision ou la modification de la Constitution. Il faut se projeter pour savoir, nous modifions la Constitution, c'est pour quel objectif pour la RDC? Parce que la RDC est une très grande nation qui ne peut pas être telle qu'elle est aujourd'hui. Ça, il faut qu'on se le dise. On réussit à modifier la Constitution. Ça veut dire, j'arrive, madame. Il y a des problèmes d'émergence. Non, il faudrait que le Congolais comprenne voilà. telle qu'elle est. Oui, telle qu'elle est, oui, évidemment. On est un pays misérable. On est un pays misérable. Nous sommes un pays misérable. Le dire ne fait pas de moi quelqu'un qui ne défend plus le pouvoir. Nous sommes un pays misérable. La preuve, on vient de parler de la justice qui est malade. Alors, si aujourd'hui on se projette pour la modification de la Constitution, c'est avec quel capital humain? Parce que si on réussit à modifier la Constitution, ça veut dire que nous occasionnons la poursuite, la prolongation de notre existence en tant que gestionnaire du pouvoir public. OK? Avec quel capital humain? Tout à l'heure, vous parliez des personnes avec leur présomption d'innocence qu'on leur reconnaît, avoir détourné les fonds publics. Est-ce qu'on modifiera la Constitution, par exemple, pour que les mêmes personnes qui, à l'entame du pouvoir actuel, ont sali le régime? C'est la question à se poser. Est-ce que c'est avec ces mêmes personnes, si demain nous réussissons à modifier la Constitution, est-ce que c'est avec ces mêmes personnes qu'on va continuer à servir la République? Non. Donc il y a un travail à faire. Un travail le plus important, c'est celui de se dire que demain nous modifions la Constitution ou nous changeons la Constitution, va falloir que la RDC soit tenue par les mains capables. Madame, je tremble même pendant que je parle, parce que quand je parle de la RDC, tout mon corps tremble. Donc, il va falloir que l'on dise... Parce que vous portez en vous l'amour de la patrie. Je suis un véritable patriote. J'attends pas qu'on me le reconnaisse. Je me reconnais. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, demain, si nous réussissons la modification de la Constitution, ça ne doit pas être avec les mêmes personnes, parce qu'il faut le reconnaître qu'il y en a eu qui n'ont pas rendu la tâche facile au président de la République. Les profils des animateurs. Les profils de ceux qui devront porter la RDC de demain. Ça compte. Le capital humain,
les vrais patriotes, pas des gens qui prennent, qui considèrent la marmite nationale comme étant leur poche, prendre ce qu'il y a dedans, en faire ce qu'ils veulent, acheter des maisons à droite à gauche au travers de la planète. Ça doit être le capital humain qui regarde le sol congolais et qui s'y reconnaît. Et qui regarde le sol congolais qui disent on doit planter ici, on doit construire ici le chemin de fer, on doit construire ici les infrastructures de haute facture, on doit construire ici des écoles qui vont sortir la RDC de l'enseignement colonial, parce que jusqu'à ce jour, nous avons l'enseignement colonial que nous perpétuons. Il faut que ça soit le capital humain qui regarde le sol congolais et qui dit ici, nous devons avoir une doctrine militaire qui doit faire respecter les 2 345 410 km² qui constituent la superficie de notre nation. Si ce n'est pas cela, ça sera du politiquement correct. Très bien. Alors aussi, vous pensez qu'avant d'aborder cette question sur la révision de la Constitution, il faudrait d'abord commencer par se poser la question de savoir est-ce que les textes sont d'abord respectés ici, dans ce pays, par les animateurs politiques, choses qui vont nous emmener à penser réviser cette constitution parce que justement les nouvelles lois seront respectées ou les lois adaptées, modifiées seront respectées. Écoutez, il ne faut pas oublier, que le président Tshisekedi, c'est un socialiste issu d'un moule purement démocratique. Ça, il ne faut pas qu'on oublie. Les Congolais disent qu'ils n'ont pas oublié du président Tshisekedi des affaires courantes. Hein, avec le gouvernement Sama, ça c'était en quelque sorte une violation de la Constitution. Non, ça n'a jamais été déjà fin à leur mandat. Ça n'a jamais été... Madame, il ne faut pas suivre... c'est ce que je vous ai dit avant le début de cette émission, qu'il y a des gens qui disent les choses sans en maîtriser le sens, sans en maîtriser la profondeur. Une parenthèse qu'on ouvre rapidement. Le Premier ministre Sama, l'actuel président du Sénat, présente sa démission, la démission de son gouvernement, mais le président dit la continuité des affaires de l'État, madame, ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Même dans une maison, quand maman est en voyage, on cherche une tante, une cousine, on engage une nounou qui vient pour assurer une certaine stabilité au quotidien dans la famille. Donc, il dépose la démission, alors qui allait travailler à la place? Vous aviez le maîtrise des dossiers, vous poursuivez, comment dire, l'action gouvernementale, mais avec des restrictions. Il y avait des choses qu'ils ne faisaient pas, parce qu'ils étaient démissionnaires. On n'est pas le seul pays au monde qui le fait. Donc, il ne faut pas rentrer dans des débats aussi non salés. Ça ne sert à rien. Donc, madame, j'étais en train de dire, Félix Tshisekedi est issu du moule purement démocratique. C'est quelqu'un qui respecte la Constitution. Donc, il ne faut pas, déjà il n'a pas de cheveux, il ne faut pas qu'on lui charge des pouces sur la tête. Donc, ici, il est juste question de regarder, puisque nous sommes en train de parler de la révision ou modification de la Constitution, ici il faut regarder quels sont les articles qui sont bons, quels sont les articles qui ne sont pas bons, qui ne s'adaptent pas à nos réalités. Il faut retenir une chose, il faut qu'on se le dise. Moi j'aime bien votre regard. Il faut qu'on se le dise. Cette constitution a été rédigée à l'époque des rébellions. Alors, l'état d'esprit, j'arrive. Non, madame. Non, madame. Il y a eu la constitution de la transition. Madame. Et après, il y a eu la constitution de 2006. Madame, c'était des belligérants qui ont rédigé cette constitution. C'est parce que le professeur Mampouya a dit. Mais oui, mais papa Mampouya, ne mettez pas en conflit avec Non, je ne vous mets pas en conflit parce que j'ai suivi son intervention. Oui, mais bien sûr. Mais il était d'ailleurs le seul professeur à prendre part à la rédaction de cette constitution. Madame Tania, ne mettez pas en conflit, c'est mon papa, s'il vous plaît. Non, mais on le prend comme expert, en fait, oui, bien sûr. Ça veut dire que son témoignage compte. Est-ce que vous pensez que dans cette RDC, nous ne connaissons pas l'histoire, donc vous nous refusez
les compétences, les potentialités d'avoir la connaissance de l'histoire de notre pays. Moi, je peux vous raconter l'histoire de la RDC avant 1885. Hein. Si vous voulez, on change des thématiques et je vous en parle des bout en bout. Ben, ce sera dans une prochaine émission. Bien sûr, appelez-moi, on va parler de l'histoire de la RDC, des bouts en bout. D'accord? Moi, je reste Papa Montpouillat, je ne dis pas professeur, je dis papa. Papa Montpouillat, c'est mon papa à moi, je n'ai pas besoin d'entrer en conflit avec lui. Il a été à la table de réflexion pour la rédaction de cette constitution. Je ne voudrais pas dire des choses qui soient réductibles par rapport à ce qu'il a dit, mais je vous dis, cette constitution a été rédigée par ceux qui ont été à la rébellion. Donc, vous êtes intellectuel, peut-être chercheuse également, faites vos recherches, vous le savez. Ça a été rédigé par ceux qui étaient dans les différentes fractions oppositionnelles. Les Bemba, qui sont au pouvoir aujourd'hui. Qui sont au pouvoir aujourd'hui, les Bemba, les Mboussania Mouissi et tant d'autres. Donc voilà. Aujourd'hui, l'état d'esprit qui a milité pour la rédaction de cette constitution, qui du reste nous a donné la paix, et ça il faut qu'on le reconnaisse, ça nous a permis d'avoir 4 cycles électoraux dans notre pays, ça il faut le reconnaître également. Il y a eu passation civilisée entre un président sortant et entrant, c'est au nom et par cette constitution, nous le reconnaissons, mais cela ne peut pas nous empêcher à réfléchir à sa modernisation, à son amélioration, s'il faut le dire. Mais donc, s'il vous plaît, je peux finir. Henri, vous permettez que je finisse? Qu'on puisse, juste une parenthèse, parler de la vôtre, vous la voulez, mais la mienne, vous me la refusez. Non, dans votre analyse, justement, moi, ouais. je vous laisse continuer alors. Donc, je disais, il ne faut pas avoir peur. Nous devons être un peuple audacieux. Pour essayer, pas essayer, mais pour affronter ce qui peut réduire notre avenir. Madame, la RDC est en partie sombre. La RDC est en partie sombre, madame. Nous devrions être la nation la plus puissante de cette nation, de ce continent, j'allais dire. Notre pays, RDC. Mais... Et ces problèmes là-tirent sa source de la constitution. Non, j'en arrive. Si nous n'avons pas des textes qui sont à la hauteur de nos aspirations, si nos textes légaux, j'allais dire, ne sont pas à la hauteur de nos aspirations, ne sont pas à la hauteur de nos projections pour l'avenir, ça peut aussi être un handicap. Je ne dis pas que ce que nous avons ici ne nous permet pas, bien entendu, de faire des grandes choses. Mais aussi bien le besoin exprimé pour avoir le capital humain compétent, capable effectivement d'accomplir la vocation de la RDC, qui est celle d'être le moteur de l'Afrique, que l'autre qui est celui, bien entendu, d'avoir des textes légaux, un pacte social qui correspondent évidemment à nos aspirations, qui correspondent évidemment à notre rêve de grand peuple. Et cela ne peut se faire que si nous avons identifié nos faiblesses, nos qualités, mais chercher effectivement à transformer nos faiblesses en qualité, madame. Alors, pour en arriver, Monsieur Henri, ne pensez-vous pas qu'il faudrait d'abord commencer par respecter le texte actuel avant de penser à son amélioration? Mais le texte, vous pensez que le texte actuel n'est pas respecté? Donnez-moi un article qui a été violé. C'est moi qui pose les questions. Ah ben d'accord, merci. Ouais, je me rends compte. Ouais, je me rends compte. Je me rends compte que c'est vous qui posez les questions. Moi, je suis là pour répondre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais, madame, je vais vous dire une chose. Hein. Moi, j'aime être pragmatique et vrai. Vous savez, même aux États-Unis, parfois la Constitution a été gratignée un tout petit peu. Il y a aucun peuple, il n'y a aucun régime, il n'y a aucun gouvernement qui peut dire, je ne dis pas qu'on a violé la Constitution chez nous, mais je voudrais créer un équilibre dans notre débat pour essayer de faire comprendre à ceux qui pensent que ceux qui gèrent la République sont des anges, alors qu'eux-mêmes ne le sont pas. Si jamais demain, ils sont à la place de ceux qui sont aujourd'hui, ils trouveraient des subterfuges, ils trouveraient des raisons pour justifier ceci ou cela.
aucune constitution au monde n'est appliquée de bout en bout comme la parole, même la parole des dieux parfois. On se plaint du fait qu'un verset n'a pas été appliqué convenablement. Donc c'est pour dire que c'est l'homme, un humain, qui a les faiblesses. Ok? Et si on voit que ce que l'on veut faire est important pour la communauté et que le texte dit le contraire, qu'est-ce qu'on va suivre? Va-t-on suivre ce qu'on veut faire? Par exemple, je dis n'importe quoi, j'en ai un exemple. Il faut indéniablement, de manière irréversible, que je plante les arbres. Par exemple, je donne un exemple, que je plante les arbres sur cette rue. Et que la Constitution me dit, sur une avenue, on ne peut pas planter des arbres, alors qu'il y a le réchauffement climatique. Alors qu'on a besoin de la protection de l'écosystème. Dois-je suivre ce qui est écrit ou dois-je regarder ce qui est important pour le bien-être populaire au quotidien? Et quelqu'un d'autre vous donnerait également l'exemple de il y a eu l'exercice sur la reddition de comptes où on a remarqué qu'il y a eu des dépassements budgétaires et le Congolais se dit, est-ce que dans ça aussi, c'est la Constitution qui a permis à ce qu'il y ait dépassement, qui est détournement, dépassement budgétaire, affectation de fonds alloués à autre chose qui vont ailleurs dans les poches carrément des individus. Non, ça c'est condamnable. C'est pas la Constitution non, ça c'est non. Donc madame, pour avoir cette société là, Monsieur Henri, c'est pas forcément le problème. N'est pas forcément. C'est antinomique. Parce que tout à l'heure vous avez dit les États-Unis également a eu à gratiner sur sa Constitution, mais on parlerait aussi des États des États qui n'ont pas la Constitution mais qui ont su émerger, qui ont su progresser. Donc le problème, c'est pas toujours chaque nation a son système de gouvernance. Ok? On peut ou ne pas avoir un pacte social écrit, mais il y a toujours un cahier des charges. Il y a toujours un manuel qui conduit. Voilà. Il y a toujours un manuel qui conduit les actions gouvernementales, qui conduit un peuple, qui est respecté. Effectivement. Voilà. Quand c'est pas respecté, quand c'est pas respecté, il faut le dénoncer. Ok? Quand c'est pas respecté, il faut le dénoncer. Ça, je joins mon approbation à ce que vous dites et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je voudrais ici dire que le détournement des deniers publics, je soutiens jamais. Vous savez, il y a certaines choses, j'ai l'impression que les gens attendent que le chef de l'État dise il faut taper. J'ai l'impression qu'il y a certaines choses, on attend que le chef de l'État donne l'instruction. Alors que les gens oublient parfois leur mission, leur responsabilité. C'est pour ça que j'ai toujours dit, moi, il y a certaines personnes, ce qu'on a déploré ici, me connaissant, la sévérité qui me caractérise, la rigueur qui me caractérise, me connaissant, madame, certaines personnes ne circuleraient pas sur les rues de Kinshasa. Ouais, parce que on ne peut pas prendre les biens de tout le monde pour en faire son bien personnel. Non, ça n'est pas du tout acceptable. Ça n'est pas du tout acceptable. Et vous m'avez reçu plusieurs fois. Il y a par moments que je regrette que le chef de l'État, parfois, il est le seul homme d'alternance. Parfois, j'ai aussi décrié le fait que d'autres hommes qui l'accompagnent ne sont pas des hommes d'alternance parce qu'ils reproduisent les actes que nous avions condamnés hier. Alors, il faut d'abord commencer par résoudre ce problème d'entourage. Mais oui, mais avant tout s'est fait. Vous venez vous-même de le dire que tant que les personnes, il va continuer avec ces mêmes personnes, même si on changeait la Constitution, rien ne sera fait. Même si on révisait la Constitution, le mal va continuer, le mal va demeurer. Est-ce que vous pensez que le président de la République qui a dit qu'on ne va pas reproduire les erreurs du passé, n'est-il pas conscient de cette affirmation aussi solennelle faite par lui le 20 janvier 2024 lors de son investiture? Bien sûr que oui. Mais maintenant, il faut qu'il y ait le suivi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le chef de l'État, on ne peut pas attendre que ça soit lui qui fasse tout. Pourquoi il a des collaborateurs? Il faut qu'il y ait des collaborateurs qui lisent entre les lignes sa pensée,
son dévouement et aussi son état d'esprit des choses. Il n'y a pas de mauvaise troupe. Non, parfois cette anecdote, parfois elle est mal employée. Il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Non, pas du tout. Parfois le chef peut être bon, mais il faut qu'il y ait. Il a ce pouvoir-là, s'il vous plaît, madame, de revoir, le chef peut être bon, mais il faut qu'il y ait des collaborateurs autour qui comprennent que ce que l'autre est en train de faire préjudicie l'avenir de la nation, préjudicie l'image de notre régime. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut frapper. Vous n'attendez pas. Je vous ai cité ici les 8... Mais le chef, s'il vous plaît, madame. Voilà. Je vous ai cité les 8 ténors. Les 8 ténors de l'appareil judiciaire. Mais c'est à eux parfois d'agir. Il ne faut pas attendre que le chef de l'État dise... Mais s'ils n'agissent pas, pourquoi le chef va continuer à le garder? Attendons voir, madame. Bon, vous me posez la question. Moi, je ne suis pas le chef de l'État. Je suis Mutombo Mikeni. Henri. Mutombo Mikeni. Mon prénom, c'est Henri. Je ne suis pas Félix Antoine Chulombo. Mais le chef de l'État, c'est ce que je dis, il faut qu'il y ait des gens qui comprennent son état d'esprit, qui comprennent sa sévérité, qui comprennent effectivement sa rigueur et qui agissent en son nom pour parvenir à transformer l'homme congolais, à transformer la République. Parce que ça sert à quoi? D'accepter de bon cœur et volontiers les missions étatiques, les missions régaliennes qu'on vous confie si vous n'en êtes pas capable. Merci beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit, madame Tania. Très bien, monsieur Henri, on va prendre les budgets. Alors, prévu à hauteur de 18 milliards de dollars. Est-ce de l'utopie? Je vais être concise comme ça. La question est directement lancée. Non, c'est pas de l'utopie. Nous sommes un pays qui peut mobiliser plus que ça. Ça n'est pas du tout de l'utopie. Dans le contexte actuel, dans la situation actuelle. Oui, mais la mobilisation de recettes, l'IGF est là. Tout à l'heure, je vous ai dit que la première ministre avait fait appel à l'IGF pour l'aider à mobiliser ces recettes-là. Il y a les recettes fiscales, parafiscales, et tout ça, ça permettra effectivement, bien sûr, cela permettrait qu'il y ait mobilisation accrue des recettes nationales pour pouvoir permettre l'application du programme du gouvernement, parce que le budget, c'est quoi? Le budget, c'est la traduction en chiffres des promesses de campagne du chef de l'État. Il a parlé de 6 piliers, la protection du pouvoir d'achat, la création d'emplois, l'éducation, tout ça. Sécurité. Effectivement. Donc, c'est dans ce budget, bien entendu, qu'on parviendrait à résoudre les problèmes de la RDC. Si bien que, pour moi, il va falloir fournir beaucoup d'efforts. Donc, j'ai toujours pris, pour exemple, les déclarations de Luzolo Bambi, qui dit que la RDC perdrait autour de 15 à 20 milliards de dollars par année, à cause de... Et ça continue. Bon, il faut quand même reconnaître... Madame Tania, c'est bien. Je vous laisse ça. C'est du face à face. Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec votre façon de faire. Ça met de l'ambiance et ça permet que les idées ne soient pas coupées, heureusement. Donc, je disais, j'ai toujours pris, pour exemple, ces déclarations du professeur Luzolo Bambi, et donc, il va falloir fermer. Hein? Là, partout où c'est crevassé. Hein, partout où coulent les recettes nationales, pour pouvoir permettre que la marmite nationale, c'est comme ça que je l'appelle, parce que tout le monde mange dedans, donc pour pouvoir effectivement remplir cette casserole pour rencontrer les besoins de tout le peuple. Bien que 18 milliards pour la RDC, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. On dit que lors d'un budget de 4 milliards, ils arrivaient quand même à bien vivre, à subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, alors qu'on parlerait d'abord d'un budget de 16 milliards, aujourd'hui 18 milliards avec la première ministre Judith Souminois, les conditions sociales sont très dures. Madame, vous savez, quand on avait le budget de 4 milliards, on n'avait pas les 145 territoires. Quand on avait les 4 milliards, il y avait près d'1 million de fictifs. L'argent allait dans les poches des gens. J'arrive, non, madame. Il n'y avait pas de 145 territoires. Il n'y avait pas mais les 145 territoires, est-ce que le projet continue encore? Bien sûr, ça continue, effectivement. Ça continue, il faut regarder, non? Il n'y avait pas de 145 territoires. Il n'y avait pas le programme de santé universelle. Il n'y avait pas la gratuité
de l'enseignement, il n'y avait pas, la gratuité de la maternité, il n'y avait pas, j'ai parlé de la gratuité de l'enseignement, il n'y avait pas l'augmentation de salaire, même si ça semble être, comment dire, minuscule, mais c'est quand même quelque chose, tout ça. Des salaires avec de grèves de gauche à droite. Les grèves sont partout dans le monde entier. Rappelez-vous que pour un paiement, justement. S'il vous plaît. Un salaire augmenté, mais que la personne ne reçoit pas. Vous savez, madame, les problèmes de la République sont multiples. Moi, par contre, je voudrais que l'on pousse notre gouvernement à utiliser, comment dire, les postes budgétaires dans toutes les rubriques. Je voudrais que le gouvernement congolais utilise ses fonds à bon escient pour pouvoir rencontrer la misère de notre peuple. Parce que aujourd'hui, vous avez tout à fait raison quand vous parlez de grève. Le chef de l'État est un socialiste. Il défend son peuple. Et la traduction de sa pensée politique, la traduction de son programme de gouvernement qui est appliqué par la première ministre, Madame Souminois, ne peut être efficace que si l'on prend les choses au sérieux, si on est conscient que ceux que nous dirigeons ont besoin d'avoir un havre de paix, qui est la République démocratique du Congo. Alors, il ne faut pas que ce soit un budget qui monte pour les avantages politiques. Il faut que ce soit un budget qui monte pour le bien-être populaire. C'est ça, c'est ça qui ferait que les Congolais disent nous l'avions voté, nous avions voté pour lui à plus de 73% et nous n'avions pas eu tort. Nous avions eu raison de lui faire confiance parce que là, nous avons nos misères qui sont soulagées. Il ne faut pas que ça soit juste comment dire, il ne faut pas que ça soit du cosmétique, en fait. Il faut que ça soit réel. Nous devons prendre conscience. J'aimerais ajouter ceci, qu'il ne faut pas que ce budget puisse renforcer le privilège des dirigeants. Il faut que ce budget soit un budget qui essuie les larmes des Congolais. On est en plein dedans, dans une profonde, vraiment dans des problèmes très sérieux liés à la vie sociale. Et la guerre à l'est de notre pays, va falloir que la loi sur la programmation militaire puisse effectivement obtenir les moyens qu'il faut pour mettre fin à cette guerre-là. Et aussi, madame, il faut que nous puissions changer les tactiques. Pour moi, il faut faire la guerre. Vous pensez? Bien sûr, il faut faire la guerre. La diplomatie militaire, la diplomatie comme le fait notre gouvernement, c'est bon. Mais pour Henri Mutombo et pour d'autres Congolais, ce petit Rwanda a beaucoup joué. La RDC a ce qu'il faut. Mais seulement nous avons un président qui est pacifique. N'oubliez pas que pendant plus de 37 ans avant son accession... Donc la RDC est prête, mais c'est le président qui est pacifique. Non, j'arrive. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis ceci. Le président de la République, c'est un monsieur pacifique. Il est issu de la lutte non violente. C'est pour ça qu'il privilégie la diplomatie. OK? Oui. La diplomatie civile pour pouvoir obtenir les résultats de paix. Mais pour moi, si j'étais son conseiller politique, pour moi, je lui dirais, monsieur le président de la République, parfois, il faut faire trembler ces gens. Parce que la RDC ne peut pas se mettre à genoux devant ce petit pays-là. Voilà. La RDC ne peut pas se mettre à genoux. La RDC, qui a fait trembler la sous-région et même la région, doit être celle-là, dans les jours à venir, qui fasse trembler d'autres peuples. Qui, quand on parle d'un Congolais de la RDC, c'est en train de revenir, mais que ça soit effectif, que l'on tremble et qu'on reste à garde à vous parce que c'est un Congolais qui parle, parce que c'est un Congolais qui passe. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Henri. Cette émission est terminée. Votre mot de la fin. 1 minute pour la conclusion. Mon mot de la fin, ça sera toujours
aujourd'hui, ça sera toujours les mêmes déclarations. L'amour de la patrie. Et l'amour de la patrie, et soutenir notre gouvernement, soutenir notre pays, n'est pas être un traître contre la République, changer de mentalité. Si vous permettez, madame, je vais placer un mot. Messieurs le ministre de l'Intérieur, monsieur le gouverneur, cette affaire de bande, comment on appelle ça, sens unique. Non, s'il vous plaît, il faut nous enlever ça. Non, s'il vous plaît, il faut nous enlever cette mesure parce que ça renforce oui, messieurs Bemba, voilà, toute cette transversalité ministérielle. Il faut nous élaguer cette affaire parce que ça renforce la barbarie, le désordre non, s'il vous plaît, il faut construire les routes. Ok, les Kabambar, Kabinda, partout. Voilà, comment on appelle Wangata. Il faut construire ces avenues. On n'a pas. Il y a sens unique de ces côtés et les autres véhicules iront. Voilà, donc il faut construire les routes et aussi pourquoi on veut nous habituer à la saleté. Pourquoi des pneus, on prend chez les vulcanisateurs, les quados, en plein boulevard, on met les pneus tout le long du boulevard pour empêcher qu'il n'y ait pas comme séparateur, c'est sale, s'il vous plaît. On ne vit pas dans un vase clos. S'il vous plaît, je vais finir. On vit avec d'autres peuples et même pour nous-mêmes, nous avons besoin de la propriété, nous avons besoin de l'esthétique. On a besoin de vivre dans un environnement sain et propre, pas nous mettre des pneus sur le boulevard qui rend ce boulevard sale. Déjà, il est très sale. Merci, donc il faut qu'on change ça. Très bien, le message est passé. Nous n'avons pas du courant. Et nous utilisons des batteries, donc déjà l'équipe technique est en train de me faire signe que les batteries clignotent. Voilà pourquoi nous sommes obligés de finir si rapidement cet échange qui nous a permis de beaucoup apprendre. On a échangé, c'était vraiment enrichissant. Merci beaucoup, monsieur Henri. Merci à vous de l'invitation. Réagi aux différents sujets d'actualité, notamment sur la révision de la Constitution, les États généraux, ainsi que le budget 2025 estimé à hauteur de 18 milliards de dollars. J'espère que c'est les plaisirs partagés, en fait. Merci, madame. Alors, merci également à toute l'équipe technique qui a concouru à la réalisation de ce magazine. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme chez vous. Au revoir. Au revoir.